Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrée à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, vous allez écouter la deuxième partie de l'interview réalisée avec le psychiatre Georges Federmann à l'Institut d'anatomie de l'hôpital civil de Strasbourg. Le président du cercle Menachem Tafel explique le combat qu'il mène depuis des décennies pour honorer la mémoire des 86 cadavres juifs retrouvés dans les cuves de l'université. Grâce à ces actions, une plaque commémorative a été posée devant l'Institut d'anatomie de l'hôpital civil et désormais, le quai qui longe cet hôpital porte le nom de Menachem Tafel, une des 86 victimes juives retrouvées ici à la libération de Strasbourg. Georges Federmann nous raconte son combat pour reconstituer une partie de l'histoire traumatique de l'Alsace. Le début du combat du cercle Menachem Tafel remonte à 1992, grâce à l'alerte de Jacques Morel et de Bruno Escoubès. Pendant 10 ans, 11 ans, on va subir l'adversité et le dédain de toutes les autorités locales. De la gauche compris. À l'époque, c'est Catherine Trottmann qui ne va pas concrétiser nos combats par la position de la plaque. Ça va être Fabienne Keller, de droite, en 2005. Il s'avère que en 2003, Roland Knebusch nous met en contact avec Hans-Joachim Lang, journaliste inconnu, pas historien, qui prétend avoir découvert l'ensemble des identités. Et personne ne veut le croire, il n'est pas historien. Et le cercle Tafel prend le risque, un risque important, parce que si Lang avait été un escroc, on aurait été discrédité pour tout le combat qu'on menait depuis 10 ans. On organise un colloque au pavillon Joséphine, à l'Orangerie. On invite tout Strasbourg. À l'époque, on est aidé par Nicole Dreyer, qui est dans la municipalité de gauche, malgré tout, qui a été notre courroie de transmission, même si elle n'est pas parvenue à convaincre Trottmann de concrétiser. On est aidé par Mireille Henker, qui est du Souvenir français. Donc on a réussi à convaincre par Roland Knebusch, qui porte beau. Moi, je suis un petit peu le mec d'extrême gauche ici, non encarté, un petit peu un psychiatre libre. Tellement libre qu'il accueille les Arabes, les Noirs, les toxicos, les prostituées. Donc un psychiatre iconoclaste. Mais c'est l'inverse. J'incarne le psychiatre normal. C'est les autres qui sont iconoclastes. Ils ne soignent que leurs semblables. Bon, 2003, septembre 2003, le colloque. La ville nous prête le pavillon Joséphine gratuitement grâce à Mireille Henker. On reçoit solennellement Hans-Joachim Lang. Le colloque est mené par Jean-Luc Nancy, philosophe qui vient de mourir il y a quelques années, 2 ans, avec des notoriétés, des historiens qu'on arrive à faire venir, et moi qui présente la journée. Et la fin de la journée, c'est les 86 noms, pour la première fois au monde. Donc on a été les passeurs du fruit de la recherche de Lang, qui est allemand de Tübingen, mais qui va donner pour la première fois au monde, à Strasbourg, symboliquement, les 86 noms. Mais à l'époque, on n'a aucune garantie de la fiabilité des études. On a accueilli Lang sur la foi de la parole de Roland Knebusch, et le cercle Tafel a engagé sa notoriété, sa posture d'aiguillon dans cet accueil. Et à partir de là, plus personne n'a pu s'opposer à l'évidence. Ça a entraîné en cascade la reconnaissance de cette histoire, mais la fac de médecine, en reculant, elle a accepté qu'on appose. Donc l'hôpital civil est autonome, s'il doit décider lui-même de ce qu'on fait au sein de son
espace. On a apposé une plaque en décembre 2005. En janvier 2005, on avait fait une cérémonie solennelle au cimetière juif de Cronenbourg, où reposent les restes de ces 86 dans un espace consacré. On avait égrené les 86 noms pour la première fois. Et donc, à titre personnel, ça correspond à l'agression que j'ai subie au cabinet et où ma première femme est morte. Donc, le 15 novembre 2005, Véronique, ma première femme, a été tuée dans mon cabinet de psychiatrie et moi j'ai été blessé de 4 balles à bout portant. 15 novembre, et la plaque a été posée à la mi-décembre. Et donc moi je suis arrivé avec mes cicatrices un petit peu à côté de la plaque, si j'ose dire, psychologiquement. Il n'est pas impossible que la mort de Véronique ait aussi accéléré le processus, puisqu'elle est morte le jour où la fac de médecine de Strasbourg faisait son premier colloque sur ce thème et invitait Hans Joachim Lang. C'est le jour où Christian Bonnat, qui ensuite a repris ce matériel, mais sans nous citer. Donc la fac de médecine a fait un colloque avec des actes du colloque en s'appropriant la paternité du témoignage de Lang. Dans ces actes de colloque auxquels tout le monde peut avoir accès, il n'y a aucune référence dans l'article de Lang à l'antériorité du colloque du cercle Tafel. Donc il y a eu cette plaque qui a été apposée à l'hôpital civil. Décembre 2005. Et ensuite, il y a eu un quai qui s'appelle le quai Menachem Tafel. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors sur la plaque, si vous allez lire, déchiffrer ce qui est inscrit, vous avez le nom de personnalités locales qui ont été toutes hostiles à cette plaque. Alors c'est croustillant, ça pourrait être un article de Paris Match, mais il faudrait demander l'autorisation à Bolloré. Les hommes sont extraordinaires dans leur capacité à arrondir les angles, à masquer. C'est la lutte des places. C'est très intéressant pour les jeunes qui veulent faire médecine. On occupe une place, mais pas... On n'exerce pas un métier, un art. Le but, c'est pas de mettre le patient au cœur du dispositif. C'est de faire carrière et d'avoir une plaque. Alors moi-même, je me suis trompé de spécialité. J'aurais dû être dermatologue, parce que je suis à l'origine du changement de beaucoup de plaques à Strasbourg, dont cette plaque qui est devant l'Institut d'anatomie, posée solennellement en décembre 2005 par des personnalités convaincues de la justesse de ce combat, mais qui, une fois la plaque posée, ont remis le couvercle sur l'histoire. Et comment vous l'expliquez ? Alors c'est la vertu de la médecine. Ce que j'ai évoqué, c'est le fait qu'il y a eu des collaborateurs recyclés à Strasbourg. Ça donne des forces d'être collaborateur. On survit au statut de résistant. Ça maintient en santé. Le mec qui résiste, le lanceur d'alerte, il est sacrifié, comme chantait Guy Béard à une époque, hein, pour ceux qui s'en souviennent. C'est compliqué, et c'est à mon avis décalé. Le travail qu'on a fait, il est absurde. Donc cette plaque 2005, avec le couvercle qui est reposé tout de suite après, on continue notre combat. Donc moi-même, je suis très actif dans la défense des sans-papiers, et très méprisé parce que je suis un médecin militant. Le médecin, il doit rester neutre, isolé dans le cabinet, étranger au monde. Or, les profs, ils savent très bien que les médecins écoutaient très longtemps Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Et moi aussi. Et en écoutant Jean-Pierre Pernaut, qu'on a perdu, c'est une grande perte pour la France et l'humanité, je savais exactement quelles étaient les nationalités qui allaient venir dans mon cabinet le lendemain. Les Algériens, les Guinéens,
les Sri Lankais, les Pakistanais, les Azéris, les Arméniens. Grâce à Jean-Pierre Pernaut, je pouvais me préparer dans la nuit à accueillir les gens qui venaient au pied levé. Ou qu'on allait chercher place de la Gare avec ma première femme. On les ramenait au cabinet pour commencer des travaux de régularisation. Donc mon travail, c'est toujours de régulariser par la psychiatrie les sans-papiers, refoulés par l'OFPRA ou la commission des recours. 2011, on poursuit les combats. Nicole Dreyer, qui est toujours vaillante, adjointe, cette fois-ci non plus à Trottmann, mais à Ries, arrive à convaincre la commission des nominations de rue de créer ce quai Tafel. Mai 2011, Roland Ries l'inaugure. Alors ça n'a pas été trop compliqué parce que ils ont débaptisé la moitié du quai Pasteur, qui est le long de l'hôpital. Symboliquement, c'est très beau. C'est le quai qui va vers la mosquée Averroès. Pour moi, Averroès, c'est un exemple de médecin universaliste, comme Maïmonide. C'est très beau. Tafel est à côté de la mosquée Averroès ici. Alors c'est pas compliqué pour eux parce que personne n'habite ni le quai Pasteur ni le quai Tafel. Donc il n'y a pas eu de bouleversement ni de levée de bouclier du voisinage. Ça s'est fait en catimini et il y a ce quai Tafel magnifique sur 1 kilomètre. Et personne n'en a parlé après la pose justement de cette plaque, que les Strasbourgeois savent aujourd'hui, ce qui signifie le quai Menachem Tafel. Non, toujours pas. Le couvercle a été reposé. Et alors, ce qui s'est passé quand même chemin faisant, moi je publie beaucoup dans les DN, il y a beaucoup d'actions du cercle Tafel. On fait des visites critiques au Struthof, donc plusieurs fois par an j'amène des scolaires, des majeurs sur les traces des lieux oubliés par la mémoire collective. Donc je travaille sur les creux. Je travaille sur la manière dont une communauté, une famille, un individu masque les périodes sombres de son histoire. Mais ces périodes sombres vont revenir par un mécanisme de refoulement, si vous voulez, à la conscience collective avec des effets de stigmatisation. Donc mon travail, aussi bien au cabinet que dans la ville, c'est d'essayer de sensibiliser les contemporains au fait que les périodes sombres ne sont pas impensables. Elles sont peut-être honteuses à un moment, mais on peut revenir, on peut pardonner, on peut demander pardon aussi. Et on peut surtout enseigner aux générations futures une forme d'exemplarité dans la conscience qu'on est dépositaire de la lumière comme de l'obscurité. C'est ça le travail. Hein. Et donc on a continué au-delà de 2011. On a obtenu, vous savez que je porte le Judenhut, le chapeau juif du Moyen-Âge, depuis 20 ans, qui symbolise le massacre des Juifs du 14 février 1349. Donc moi je suis devenu, comme juif arabe, un des historiens de l'Alsace. Donc je suis venu en France pour voler les femmes, le pain des Français, et aussi leur histoire. Et ça c'est incroyable, ça veut dire qu'il faut que ce soit un mec comme moi, qui vient du Maroc, qui vient à petits pas reconstituer une partie de l'histoire traumatique de l'Alsace, et notamment le passé de Pierre Flimelin. Donc j'ai été un des contributeurs, des gens qui ont alerté la communauté générale en essuyant le mépris sur le passé vichiste et d'extrême droite du plus grand homme politique alsacien, qui a sa statue au parc de l'Orangerie. Mais elle a été posée après qu'on ait fait le colloque de 2003, et dont un des bâtiments du Parlement européen s'appelle Pierre Flimelin. Il a été président du Parlement européen. Il était vichiste de 41 à 44 et il était l'avocat de Joseph Bilger, qui était l'adjoint du Gauleiter de Lorraine. Un passé sulfureux. Alors, Flimelin, après-guerre, a été recyclé. Il est devenu cachère ou halal. On n'a rien à lui reprocher après-guerre. Mais on a toujours masqué, la droite comme la gauche locale, ce passé qui ne passe pas.
Et justement, c'est intéressant ce que vous racontez. En France, on essaye de masquer ou de mettre sous le tapis les choses du passé dont il n'est pas agréable de parler. Quand on compare avec l'Allemagne, quelles sont justement les différences que vous avez pu noter dans la transmission de cette mémoire historique, notamment dans l'espace public? Alors, j'ai pas de point de comparaison scientifique, mais j'ai l'exemple de Kehl. De l'autre côté du pont, une petite ville de 15 000 habitants, que Strasbourg regarde de haut souvent. Et en fait, eux, ils ont posé les Stolpersteine, les pavés qui font trébucher, à la mémoire des victimes juives de la Shoah depuis 20 ans. Donc ils nous ont servi d'exemple. Et moi-même, je me suis inspiré de Kehl, grâce à l'influence de Roland Knebusch et de ce travail mémoriel qu'ils ont fait sur la mémoire française. Donc ils nous ont aidés, eux, à partir de l'Allemagne, à reconstituer une partie de notre mémoire localement. Donc ils ont été précurseurs, Kehl, et ils ont travaillé avant nous sur cette mémoire. Donc ça s'est concrétisé notamment par ces pavés formidables que nous, on a eu de la peine à imposer à Strasbourg. Et ça remonte seulement à 3 ans maintenant. L'acceptation par la communauté juive de ces pavés. Ils ne voulaient pas jusque-là. Et donc le cercle Tafel a essuyé l'hostilité des médecins, mais aussi la réticence des juifs, dont je fais partie. Le bilan des courses, maintenant j'ai 68 ans, c'est que probablement mon engagement a été trop radical. Et qu'il a découragé une partie de mes collègues médecins de le reprendre comme héritage. Donc je ne suis pas sûr que cette radicalité dont j'ai fait preuve soit la meilleure stratégie. Peut-être qu'il faut être plus consensuel et à ce moment-là, les engagements s'inscrivent sur la durée. La radicalité entraîne des réactions violentes ou radicales en écho aussi, je dois reconnaître. Et donc c'est les médecins et les juifs qui ont été les plus réticents à nos combats. Et c'est intéressant. Peut-être que les juifs, quand j'appelle juifs, c'est entre guillemets, j'en fais partie de cette communauté aussi. Peut-être c'était le fait que j'ai pris le parti de la cause palestinienne. Ça fait partie de mon travail de médecin, d'avoir les prétentions d'apporter une petite contribution de soins aux problèmes plus généraux. Et parce que je suis convaincu qu'on ne pratique pas de la même manière en tant que médecin si on est inspiré par l'histoire ou si on est étranger à l'histoire. Et qu'en tant que psychiatre, on peut être dans un cabinet en insularité, coupé du monde, et faire croire à ses patients que dans le cabinet, tu peux te couper du monde. Mais moi, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie parce que les médecins, les psychanalystes sont influencés par la montée de Le Pen, d'Erdogan, de Trump, de Bolsonaro, et qu'ils ne pratiquent pas de la même manière s'ils savent que dans 4 ans, il y aura Le Pen au pouvoir, plutôt que, je ne sais pas qui, Mélenchon. Donc on est influencé par le contexte politique et sociologique. Ils pensent qu'ils peuvent rester indépendants de ça. Ça, c'est très intéressant. On parlait de la mémoire, de la réception de cette mémoire dans l'espace public, en France et en Allemagne. Donc vous avez soulevé les différences entre les Stolpersteine en Allemagne qui ont été réalisés depuis plus de 20 ans, et en France on a encore des difficultés à parler de cette histoire. Les raisons, vous pensez que c'est dû en fait à ce passé de collaboration dont les Français ont honte? Il y a plusieurs raisons. Donc il y a l'unité idéalisée de la corporation médicale à laquelle il ne faut pas toucher, c'est sacré, alors que c'est faux. À chaque fois que l'occasion est donnée aux médecins, ils collaborent, ils vont dans le sens du pouvoir, toujours. Deuxième raison, c'est la part des collaborateurs alsaciens qui ont été recyclés. Troisième raison, c'est l'annexion de l'Alsace et le génie de De Gaulle, qui a utilisé le massacre d'Oradour-sur-Glane en juin 1944 comme symbole de la France martyre et résistante.
pour utiliser ce symbole dès 1945, il commémore Oradour. Il a une vision géniale pour unifier la France, contre le péril communiste notamment. Mais pour unifier la France, il faut sacrifier les Alsaciens incorporés de force. La division Das Reich, il y a des Alsaciens qui sont jugés en 1953 à Bordeaux et qui sont condamnés au même niveau que les Allemands de Das Reich. Et il y a un épisode politique local effacé, l'Alsace se soulève. Au moment de la condamnation, février 1953 je crois, toute l'Alsace politique se soulève et drape d'un drap noir la statue qui est place de la République. Il y a une mère qui tient ses deux enfants nus, on ne sait pas qui est le français, qui est l'allemand, un monument à la paix. Il est drapé de noir, et l'Alsace est sur le point de faire sécession politique. Et la France amnistie les 13 Alsaciens. Mais ils ne sont pas rejugés, et ils sont considérés comme coupables devant l'histoire. Ils sont coupables de ne pas avoir pu résister au régime totalitaire nazi. Donc la France a méprisé les aliénés alsaciens, c'est-à-dire a fait croire qu'on pouvait résister au nazisme. Elle-même n'a pas résisté, les Alsaciens auraient dû résister. Et on a considéré que les incorporés de force étaient des volontaires. Jusqu'à Jean Kahn, qui était le président de la communauté juive, qui s'est converti à notre combat en janvier 2005. Donc il s'est converti tardivement. Jean Kahn, qui était alsacien, n'a pas soutenu le combat que je mène pour qu'on pose des Stolpersteine en mémoire des incorporés de force. Pour la communauté juive, ces gens-là sont des volontaires, des collaborateurs. Alors que sur les 150 000 incorporés de force, et moi j'ai reçu au cabinet des centaines d'incorporés de force en expertise pour les anciens combattants, pour mesurer leur douleur. Et je suis le seul psychiatre qui ait écrit des textes sur la douleur des incorporés de force, qui sont les victimes exemplaires du système totalitaire nazi. Les juifs aussi, d'une certaine manière, ou d'une manière certaine, les incorporés de force, c'est une histoire extraordinairement tragique, avec des conséquences sur 2 générations, de mutisme et de troubles conjugaux, sexuels, relationnels. Et ces mecs-là ont été considérés, et les nanas aussi, et les quelques-unes incorporées dans le travail de force, mais pas à la hauteur de ceux qui sont partis mourir en Russie. 50 000 sont morts. Le dernier est revenu en 1956, remetteur, un manouche. L'Alsace n'a pas fait justice aux incorporés de force. C'est un troisième lien, une troisième explication de ce silence extraordinaire. L'illustration, c'est le professeur Singer, qui a été le patron de la psychiatrie, qui est un Alsacien de souche. Son père, il était au Parti communiste, footballeur quasi professionnel au Racing, une personnalité du Neudorf. Singer, j'ai appris juste avant sa mort qu'il avait été l'assistant des 3 médecins légistes, Simonin, Fourcade et Pied-de-Lièvre. Singer, qui a été résistant très jeune, quand il arrive à Strasbourg, il est en médecine, on lui demande d'assister les légistes. Et c'est tellement dégueulasse qu'il demande à être relevé de cette fonction. Il va en parler pour la première fois à cause de moi, en 2003. Il est invité à ce colloque. Singer, toute sa vie, alors qu'il a été un psychiatre émérite, s'est tu sur cette histoire. Et Singer, c'est l'illustration pour moi de ce silence, de ce tabou, de cette impossibilité à dire. Même les psychiatres résistants se sont interdits de transmettre. Et donc lui a témoigné sur la fin, dans les actes du colloque de 2005, que l'université a piqué au cercle Tafel. Le seul qui évoque Tafel, c'est Singer. Peut-être c'était à cause de la sénilité, ça lui a échappé. Mais il a témoigné à cause de nous. C'est peut-être très difficile de parler de l'horreur.
C'est pourtant la vocation des psychiatres d'aider les victimes à parler d'horreur, mais peut-être que certains psychiatres sont eux-mêmes traumatisés. Peut-être qu'il faudrait préconiser de soigner certains psychiatres. Merci beaucoup pour cette interview et c'était vraiment très très intéressant. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Cool. Mais on va continuer le combat. On se retrouve donc on est en 2000, ça fait 30 ans. On se retrouve dans 31 ans pour faire le point de l'avancée du combat. Très bien. Je ne sais pas quel âge j'aurai, mais on sera encore là. Merci à vous. Merci beaucoup. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie Georges Federmann pour cette interview menée au sein de l'Institut d'anatomie de l'hôpital civil de Strasbourg. Tous les 1er décembre, Georges Federmann et le cercle Menachem-Tafel, dont il est le président, viennent commémorer les 86 victimes juives retrouvées dans les cuves de l'université à la libération de Strasbourg.